Léonard, je suis malade! Howard, écoute-moi. Une seconde, j'ai un double appel. Non, surtout. Howard, je suis malade. Appelle Koutrapali. Il faut qu'on se trouve une planque pour les prochaines 18 à 24 heures. Oh, ça commence. 10h30 de bonheur simiesque. Oh, merde, mes lunettes. Trouvé. Mais je vois rien. Qu'est-ce que tu vois? À première vue, le salon est désert. Et oui, vous l'avez compris, quand Sheldon est malade, il vaut mieux pas rester auprès de lui parce qu'il est encore plus pénible qu'en temps normal. Alors ça, c'est un truc de ouf. En tout cas, bon, vous avez vu que Léonard pète ses lunettes, du coup il essaie de rentrer dans l'appartement pour prendre les lunettes de secours pour pouvoir assister à ces 10 heures de film sur la planète des singes. Le problème, c'est que Léonard, voilà quoi, il veut pas se faire capter par Sheldon. Du coup, ils utilisent des fibres optiques, et du coup, on va parler un petit peu du fonctionnement de base des fibres optiques. Les fibres optiques, comment ça marche en quelques mots avec très peu d'équations? Nous avons besoin pour cela de connaître la relation de Snell-Descartes. Alors cette relation de Snell-Descartes, elle date un petit peu puisque c'est aux environs des 1630 qu'elle a été formalisée. En fait, dans la Grèce antique, on la connaissait déjà, mais elle a été réellement détaillée dans les années 1630. En fait, elle concerne la réfraction de la lumière. Pas la réflexion ni la diffraction, mais la réfraction. Qu'est-ce que c'est que la réfraction de la lumière? Eh bien, vous avez deux milieux, le milieu 1 et le milieu 2. Un rayon lumineux provenant du milieu 1 va arriver à l'interface entre le milieu 1 et le milieu 2. Une partie du rayonnement va être réfléchie et une partie va être transmise dans ce milieu 2. Je ne fais pas encore d'électromagnétisme ici pour vous justifier comment cela marche, on fera ça une autre fois. Cela dit, on va définir une droite assez intéressante qu'on va appeler la normale à la surface qui sépare les milieux 1 et les milieux 2. Alors la normale, ça veut juste dire qu'il y a un angle de 90 degrés entre cette droite et la droite qui sépare les milieux 1 et 2 que je représente en vert ici et qu'on appelle un dioptre. Le rayon incident va faire un angle que je vais noter θ indice 1 avec cette normale. On observe que les angles θ1 et θ2 sont différents. Cela veut dire qu'au passage de deux milieux différents, les rayons vont être déviés. Quelle est la relation mathématique qui relie ces deux angles? Alors, avant de la mettre en évidence, et je vous rassure, on ne va pas faire tellement d'équations que cela, on va regarder cette image. Imaginez une piscine, oui bon je sais, c'est une piscine cubique, désolé pour l'animation qui est un petit peu pauvre, ce n'est pas mon métier, mais on va imaginer dans une grande abstraction qu'il s'agit d'une piscine, tout simplement. Et on va la regarder par la face que je marque par cette croix rouge. Si on ne peut pas regarder au travers de la piscine, on voit juste la nageuse avec au-dessus de l'eau la tête qui sort de l'eau. Si maintenant la face que j'ai marquée tout à l'heure d'une croix rouge est en fait transparente, donc une vitre par exemple, eh bien on va pouvoir observer la position de son corps et être catastrophé puisqu'on va voir que le corps et la tête ne se retrouvent pas tout à fait dans le même alignement. Cela veut dire que les rayons lumineux qui proviennent du corps dans l'eau, à la traversée des interfaces qui nous séparent de notre œil, eh bien les rayons lumineux vont être déviés. Ce qui fait que au final, le corps qui est dans l'eau ne nous apparaît pas à la position où il devrait être, compte tenu de la position de la tête que l'on connaît, puisqu'on a des rayons qui nous viennent directement de la tête vers notre œil, sans changer de milieu. Il y a donc un décalage causé par les rayons lumineux qui vont changer de direction en changeant de milieu. C'est un fait. Comment expliquer ceci? Eh bien, c'est le même raisonnement que l'on peut
utiliser pour optimiser la trajectoire du sauveteur dans l'exemple suivant. Reprenons deux milieux, le milieu que je vais appeler 1 et le milieu que je vais appeler 2. En 1, on va dire sur la plage, un sauveteur qui voit en 2 un nageur accidenté. Comment faire pour aller le plus vite possible sauver la vie du nageur qui est en train de couler à pic? Dans l'exemple, on va faire comme si le nageur ne bougeait pas, il est en train de couler. Donc est-ce que ce trajet-là est optimal? C'est-à-dire, est-ce que je cours le plus vite possible sur la plage et puis ensuite à l'aplomb, je me dirige vers le baigneur? Est-ce que je fais l'inverse? Est-ce que je vais le plus vite possible dans l'eau et ensuite je me déplace? Peut-être qu'il y a un cas intermédiaire qui est plus optimal. Par exemple, je décide d'aller en ligne droite comme ceci, sans dévier. Ou alors je décide d'aller à l'aplomb et d'optimiser ici mon trajet pour ensuite avoir la distance la plus courte à parcourir en nageant. Ou alors dans l'autre sens, ce trajet. Pourquoi pas celui-là? En fait, la question peut se résoudre analytiquement de façon relativement simple. Il suffit juste de supposer que je vais à deux vitesses différentes, la vitesse V1 dans le milieu 1 et la vitesse V2 dans le milieu 2. En faisant cela, et si je calcule le temps minimal pour aller du point rouge au point bleu, eh bien il va y avoir un trajet qui met le moins de temps possible. Nous arrivons à déterminer une position avec cette droite rouge qui est une normale au dioptre, donc à l'interface entre les deux milieux où l'on a des vitesses V1 et V2. Si V1 est plus grand que V2, donc on court plus vite sur le sable, on va être dans ce cas-là. Imaginons maintenant que le problème soit différent, c'est un manchot qui est sur une banquise, il va moins vite sur la glace représentée dans le milieu 1 par rapport au milieu 2 qui est l'eau où là il va beaucoup plus vite. Dans ce cas-là, on va avoir une trajectoire différente avec des angles θ1 et θ2 différents. Dans les deux cas, on peut montrer que θ1 va être différent de θ2 et on va même montrer que 1 divisé par la vitesse dans le milieu 1 fois une fonction qui dépend de θ1 est égal à la même fonction, mais en fonction de θ2, divisé par la vitesse dans le milieu 2. Cette formule, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais si on la multiplie à gauche et à droite par la vitesse de la lumière, eh bien, on va définir ce que l'on appelle un indice de réfraction, C divisé par V1, j'appelle ça N, et on va montrer que l'indice de réfraction dans le milieu 1 fois une fonction de θ1 est égal à la fonction de θ2 fois l'indice du milieu 2. Cette fonction, c'est une fonction sinus, et je ne vais pas plus en parler maintenant. À quoi tout ceci va-t-il nous servir? Une fibre optique, qu'est-ce que c'est? Une fibre optique, vous en avez une coupe ici. En jaune, c'est le milieu 1, qui entoure un cœur. Donc ce qui est en jaune, on appelle cela la gaine, et cela entoure le cœur. Donc si on fait une vue de face, ça nous donne ceci. Généralement, une fibre, c'est plutôt cylindrique. Donc revenons sur gaine, cœur, gaine, et imaginons que nous voulions faire rentrer des rayons lumineux dans le cœur. Si le rayon lumineux eh bien, rentre avec un angle de 90 degrés par rapport à la surface de gauche, il va aller en ligne droite. Si maintenant on fait un certain angle par rapport à ce dioptre, je trace la normale par rapport à ce dioptre, donc en rouge, et les lois de l'optique géométrique me disent qu'une partie de ce rayonnement lumineux va rentrer, mais avec un certain angle. Ce rayon lumineux va se propager dans le cœur de la fibre en bleu, jusqu'à atteindre une interface entre le cœur de la fibre et sa gaine. Nous avons cette fois-ci un nouveau dioptre, une nouvelle interface, et là encore, je vais devoir trouver la normale. Il y a une certaine chance pour que le rayon lumineux soit transmis et sorte de la fibre. Cela veut dire que l'on va avoir une perte de lumière, donc un manque d'efficacité. La fibre optique ne joue pas son rôle. Cela dit, si on choisit correctement l'indice du cœur de la fibre par rapport à l'indice de la gaine, on va pouvoir trouver une condition où la réflexion sera totale, c'est-à-dire que ce rayon lumineux ne sortira plus et il n'existera qu'un rayon réfléchi. Et vous voyez qu'il y a une symétrie, c'est-à-dire que pour un bon angle, le rayon lumineux va taper en haut, en bas, en haut, en bas, et ne va jamais plus sortir.
Il va donc être guidé par cette fibre optique. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire connaître la chaîne qui peut en aider un grand nombre, j'en suis persuadé. Et il ne me reste plus qu'à vous dire de rester critique.